Quand on quitte sa mère pour aller naviguer, et qu'on la laisse 15 ans sans nouvelles, la vie peut choisir de vous rappeler à l'ordre d'une manière surprenante. Reverrai-je jamais mon pauvre Arnold? Inlassablement, depuis des années, c'est ce que se répète Mrs. Brownfield, une veuve anglaise aux cheveux grisonnants. La mère cruelle lui a pris depuis des années son mari, un brave capitaine, qui était né en Angleterre. Et puis un triste jour, c'est Arnold, son grand garçon, son fils unique, un brun aux yeux bleus, qui lui aussi est parti, quittant le Kent et cherchant fortune sur les flots. Voilà bientôt 15 ans que Mrs. Melinda Brownfield est sans nouvelles de lui. Oh, bien sûr, il n'était pas très très fort pour écrire, mais quand même, depuis le temps. Mrs. Brownfield sent qu'elle vieillit, et tous les jours elle prie le bon Dieu pour qu'il lui fasse la grâce de lui faire revoir Arnold avant de mourir. À quelques mois de là, et à l'autre bout du monde, 22 marins quittent le port de Sydney en Australie pour s'embarquer sur le schooner nommé la Seaflower, autrement dit, la fleur de mer. On est au mois d'octobre, le vent souffle par rafales, mais il ne s'agit que de rejoindre la baie de Collier sur la côte ouest de la Grande Île. C'est le capitaine Cornlip qui commande, et tout le monde connaît son expérience de la Grande Bleue. Le début du voyage s'effectue sans encombre, et pourtant, la Seaflower file vers son destin. Le vent cesse soudainement. L'horizon se charge de nuages menaçants. Les 22 marins scrutent le ciel. Que va-t-il se passer? La nuit tombe. La Seaflower avance avec une lenteur désespérante. Elle parvient un peu avant minuit à rejoindre le détroit de Torres qui sépare l'Australie de la Nouvelle-Guinée. C'est un passage redoutable où plus d'un navire, frappé par la malchance, gît, au fond, pour n'avoir pu le négocier convenablement. Dans cette passe périlleuse, la tempête frappe d'un seul coup. La voilure est soudain arrachée des mâts et d'énormes vagues, passant par-dessus le bastingage, s'engouffrent dans les écoutilles et inondent la cale. La Seaflower est irrésistiblement poussée vers des récifs de coraux qui affleurent dangereusement la crête des vagues. Et malgré tous les efforts des marins, la Seaflower vient, au bout de 3 heures, se fracasser dessus. « Sauve qui peut !» hurle le capitaine Cornlip. « Les canots à la mer !» Des canots, il n'en reste plus beaucoup, alors chacun pour soi essaie de sauver sa peau. Les 22 marins sautent dans la mer déchaînée en songeant que les requins ne doivent pas être très loin. À quelques encablures de là, on distingue une côte. Quand Cornlip, qui a quitté le dernier sa malheureuse Seaflower, parvient à s'agripper au rocher, il se met à faire le compte des survivants. Ceux qui ont réussi à se tirer hors des flots déchaînés ont bien de la peine à reprendre leur souffle. Combien de ces pauvres gens sont restés au fond? 15, 16, 17, il compte ses marins trempés, tremblants, muets de fatigue. 20, 21, 22. Mais c'est pas possible. Et si tout le monde est là, épuisé, mais bien vivant? Pas un seul ne s'est noyé. Cornlip et les marins, devant ce miracle, se joignent en une fervente action de grâce, bien que beaucoup d'entre eux soient plus mécréants que bons chrétiens. S'ils savaient ce qui les attend, ils doubleraient sans doute la dose. 3 jours passent. 3 jours sans manger, à cuire au soleil. Au bout du 3e jour, quelqu'un s'écrie « Navire à l'horizon !» Et tous se mettent à sauter en l'air, malgré leur épuisement, en agitant leurs vêtements. Après quelques minutes d'angoisse, ils constatent fous de joie que le navire se détourne de sa route. On les a vus, ils sont sauvés. Le navire qui les recueille est le Emerald, qui fait route vers l'ouest, et le sauvetage se passe sans incident. On se rapproche de la Nouvelle-Guinée, et là, malgré l'excellence des cartes en usage, le Emerald, un vigoureux 3-mâts, se trouve pris dans un courant d'une violence inouïe contre lequel il est inutile de résister. Et l'inévitable survient. Le Emerald vient se fracasser sur des rochers pointus qui brisent sa coque. En quelques secondes, les 22 hommes de la Seaflower et tout l'équipage du Emerald se retrouvent en train de nager vers la côte. Quand ils parviennent à se tirer de l'eau et à se compter, nouveau miracle, tout le monde se retrouve sain et sauf. Pas une seule perte en vie humaine. Mais il faut à nouveau scruter l'horizon pour y attendre une voile amie. Et cette voile amie, c'est le Little Deer, un navire australien avec 32 hommes d'équipage à son bord. Et l'on recueille les 22 hommes du Seaflower ainsi que les 24 marins du Emerald. Tout le monde, une fois de plus, se retrouve au sec, mais à vrai dire un peu à l'étroit. Les conversations vont bon train et les marins croisent les doigts en se disant
Jamais 203. Et ceux qui prononcent ces paroles ne croient pas si bien dire, car au bout de quelques heures de route, un nouveau malheur s'abat sur le navire Sauveur. Un incendie se déclare à bord du Little Deer. La violence des flammes, alimentée par une cargaison hautement inflammable des ballots de tissu, provoque l'irréparable. « Les canots à la mer !» hurle le commandant du Little Deer. Tout le monde comprend que c'est la seule chose à faire, mais ces canots ne sont pas faits pour contenir tous les hommes en supplément. Ils atteignent la surface de l'eau chargée à mort, et les malheureux qui n'ont pas pu y trouver de place se jettent directement dans la mer infestée de requins. Le Little Deer, dans un craquement sinistre, s'enfonce dans les flots. Heureusement, un navire australien, le Wolf, apparaît presque immédiatement à l'horizon. Détourné de sa route par une tempête, il se trouve là par hasard, et à son tour récupère tous les marins naufragés des 3 navires. Tous ceux du Sea Flower, tous ceux du Emerald, tous ceux du Little Deer. Personne ne manque à l'appel, ce qui est absolument incroyable. À bord du Wolf, les équipages se regroupent. Chacun dans son coin, les conversations vont bon train sur cette incroyable série de malheurs et de miracles. Et on commence un peu à se regarder en chien de faïence. « Je suis certain, dit un grand Écossais à Barberousse, qu'il y a quelqu'un à bord qui nous porte la poisse. Oh, pas de doute là-dessus. Il y en a un qui a le mauvais œil. Et forcément, ce doit être un de la Sea Flower, puisque c'est à son bord que la série a commencé. Si on lui met le grappin dessus, on le flanque par-dessus bord, sinon la série de catastrophes va continuer. » Les esprits bouillonnent, et les officiers, conscients du malaise, se tiennent prêts à réagir en cas de grabuge. Mais ils n'ont guère le temps de chercher à en savoir plus. La tempête, une de plus, se lève. Pendant des heures, le Wolf doit lutter contre les éléments déchaînés. Les équipages recueillis aident de leur mieux à résister aux éléments en furie, mais quand la tempête se calme, l'ampleur des dégâts est telle qu'il n'y a plus qu'une seule solution. Il faut abandonner le navire avant qu'il coule. Les marins de la Sea Flower, plus que les autres, sont particulièrement abattus. Les vagues sont encore hautes, et plusieurs matelots abandonnent le navire avec pour tout secours une planche ou un baril en piteux état qui les soutient à la surface des vagues. L'eau est glacée, et c'est peut-être ce qui retient les requins dont on voit les ailerons se profiler parfois à la surface de l'eau. Ballottés par les vagues, les marins, qui n'ont pu trouver place sur les canots, luttent pendant 18 heures d'horloge, jusqu'au moment où, nouveau miracle, un nouveau navire apparaît à l'horizon. C'est le Neptune. Et tous les rescapés se retrouvent à son bord. Les officiers procèdent à l'appel. Mulligan, présent. Flaherty, présent. Auburn, présent. Et une fois de plus, le miracle se produit. Personne ne manque à l'appel. Pas un des marins des 4 navires n'a disparu dans leurs naufrages successifs. Personne ne s'est noyé. Personne n'a été dévoré par les requins. La situation devient étrange, incroyable, surnaturelle. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. 2 jours se passent. Au bout de 2 jours, alors que personne ne s'attend à rien, par un ciel sans nuages, le Neptune heurte un récif et coule en l'espace de quelques minutes. Tout le monde se retrouve une fois de plus à la mer. Mais cette fois, l'attente n'est que de quelques instants. Quand le Neptune heurte ce récif ignoré des cartes, un autre navire, le Liberty, est à portée de voie. Il lui suffit de s'approcher pour recueillir tout le monde, et une fois de plus, bien sûr, à l'appel, on constate que les équipages du Sea Flower, du Emerald, du Little Deer, du Wolf, du Neptune sont tous là, au grand complet. Cette fois-ci, le pasteur du Liberty, un navire de ligne, en provenance de Grande-Bretagne, décide d'organiser un service d'action de grâce auquel tous les marins se joignent avec ferveur. Pourtant, après cette série interminable, qui semble marquée par le doigt de Dieu, les naufragés perpétuels et les marins du Liberty se demandent quelle nouvelle catastrophe va leur tomber sur le dos. L'ambiance est plutôt morose sur le navire Sauveur. Et soudain, une mauvaise nouvelle court à bord. Une passagère, une dame anglaise, est au plus mal. Le médecin se rend à son chevet, mais en ce temps de la marine à voile, sans radio ni antibiotiques, il fait les plus sombres pronostics quant à ses chances de survie. C'est une femme épuisée par le chagrin qui se laisse glisser. Elle n'a plus goût à rien. « Arnold! Où est mon Arnold ?» répète la malade. « Amenez-moi mon Arnold !» Elle sombre peu à peu dans le délire, refusant d'avaler quoi que ce soit, fiévreuse, agitée, obsédée. Mais vous l'avez reconnue. Cette passagère qui veut revoir son Arnold, c'est Mrs. Bromfield.
la veuve anglaise dont nous avons parlé au début. Désespérant de revoir son fils, cette dame, jouissant d'une certaine fortune, s'est finalement embarquée pour l'Australie dans l'espoir d'y revoir avant de mourir son unique enfant. Et c'est pourquoi, bien mal en point, elle se trouve à 2 doigts de la mort, en train de délirer sur le Liberty, réclamant pour une ultime fois de revoir son cher Arnold à l'autre bout du monde. Alors pour la calmer un peu, le médecin et le capitaine du navire, ne sachant comment accéder à son désir, décident alors, afin de lui assurer une fin paisible, de lui jouer une comédie pleine de bonnes intentions. Mrs. Bromfield, dans ses quelques moments de lucidité, donne une description assez précise de son cher Arnold. Il mesure 7 pieds, c'est un beau garçon de 35 ans aujourd'hui, et ses yeux sont d'un bleu vert, comme la mer d'Irlande. Qu'il vienne me voir afin que je puisse mourir en paix. Comment accéder à ce désir, sans doute le dernier? Comment lui amener son fils disparu depuis 15 ans? Alors on réunit l'équipage qui se trouve à bord et on sélectionne les grands bruns aux yeux clairs. Un des marins du Seaflower correspond à peu près à la description du cher Arnold, et le commandant du Liberty lui explique en 2 mots la situation. Oh, c'est pas compliqué. Cette dame anglaise en a plus pour très longtemps à vivre. Sa dernière joie serait de revoir une dernière fois son fils qui est parti naviguer il y a plus de 15 ans. Comme de bien entendu, nous ne pouvons pas lui donner cette dernière joie, ce serait bien de votre part de jouer en quelque sorte le rôle du fils. Vous n'avez qu'à entrer dans la cabine et lui dire « Bonjour maman, je suis Arnold, votre fils », et à l'embrasser. Si elle vous pose des questions, vous répondrez ce qui vous passe par la tête. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Vous comprenez, il s'agit de lui assurer une fin paisible. Le marin, beau gars, calme, opine du bonnet. Il est très vraisemblable pour ce rôle de fils prodigue. Ah, dit le commandant, j'allais oublier. Vous vous appelez pour elle Arnold Bromfield. Vous êtes le fils de Madame Melinda Bromfield. Et à ces mots, le marin pâlit, se met à trembler. Mais que se passe-t-il? Demande le commandant. Mon commandant, c'est que Arnold Bromfield, c'est mon vrai nom. Ça fait 15 ans que j'ai quitté ma mère dans le Kent. Et comme je ne sais pas écrire, je n'ai jamais donné signe de vie. L'émotion de Mrs. Melinda Bromfield, en retrouvant son fils plusieurs fois sauvé des eaux à l'autre bout du monde, si loin de chez eux, est cependant trop forte. Et 2 jours plus tard, elle rend l'âme, loin de chez elle, mais après avoir eu la joie de revoir son cher Arnold. Alors, selon la coutume des gens de mer, le corps de Melinda Bromfield glissa dans les flots, après une courte cérémonie. Et chose curieuse, elle sera la seule disparue de ce périple incroyable. Le même instant, vécu par 59 personnes à bord d'un DC-4. Un instant inoubliable dans le ciel bleu du Pérou, où il va être question de toupie et de paires de claques. Le départ du vol, à destination de Lima, capitale du Pérou, se fait attendre. Le DC-4 est sur la piste. Les 52 passagers s'ennuient, et Antonio, 10 ans, prend une claque. Oh, une de plus, car depuis bientôt 1 heure, il sème la panique dans le petit aérodrome de Piura. Il y a comme cela de charmants bambins turbulents, dont la capacité à inventer des bêtises paraît inépuisable. Et puis aussi la capacité à éviter les claques d'une mère épuisée, elle est carrément diabolique. Enfin, le petit groupe de voyageurs s'ébranle, 52 personnes, plus 7 membres d'équipage. Enfin, Antonio est ficelé sur son siège, ravi, alors que sa mère serre les dents et ravale sa salive pendant que l'avion monte à 7000 pieds. La prochaine claque d'Antonio, il ne l'aura pas méritée. « On regarde, maman, les montagnes. On regarde, maman, le soleil. Maman, regarde les ailes. T'as vu les hélices? On dirait qu'elles tournent pas. Maman, quand je serai grand, je serai pilote. Maman !» La voix du pilote interrompt le leitmotiv du gamin qui garde les yeux rivés au hublot comme s'il voulait sauter dehors et voler tout seul. Mesdames et messieurs, nous survolons actuellement la ville de Chiclayo à droite de l'appareil. Antonio ne bouge plus, ne dit plus, le front collé au hublot. Puis d'une toute petite voix bizarre. « Maman,
Madame Santovez a repris courage depuis que l'avion est à son altitude de croisière. Elle bavarde avec son voisin. Antonio lui tire le bras sans décoller du hublot. « Maman, il y a un truc dans l'air. Maman, il va attaquer l'avion. Maman !» Et avec l'automatisme de l'habitude, la claque amorce sa trajectoire et cette fois arrive à bon port. Antonio se recroqueville. « Maman, ça t'apprendra à dire des bêtises !» Dans la cabine de pilotage, le commandant de bord Sanviti, 44 ans, vient de se rendre compte que la radio ne fonctionne plus et que ses appels à la tour de contrôle de Lima se perdent dans le vide. Puis, la cabine est plongée dans le noir. Dans la carlingue, l'obscurité se fait aussi brutalement. « Maman, il va attaquer l'avion !» Madame Santovez reste la main en l'air dans le noir, au-dessus de la joue d'Antonio. La voix du pilote par le haut-parleur intérieur est d'un calme terrifiant. « Mesdames, messieurs les passagers, je dois vous informer qu'un objet volant non identifié vole actuellement dans la même direction que nous et à la même vitesse. Vous pouvez l'apercevoir à gauche de l'appareil. Il semble nous observer. Ne vous affolez pas. Il n'y a aucun danger. Cet engin est à plus de 8000 de notre appareil. Gardez votre calme et observez le phénomène. » Madame Santovez a le tort de se mettre à hurler de peur. Mais enfin, qui n'a pas rêvé de voir un ovni, un vrai, de ses propres yeux. Antonio, les yeux écarquillés, trouve le temps de grogner à sa mère. « Ah, t'as vu, hein? Mais enfin, tais-toi, tu vas lui faire peur. Regarde !» Et il danse de joie sur son fauteuil, tandis que d'autres passagères suivent les hurlements de Madame Santovez. Dans la nuit bleue et inquiétante de la carlingue, les 52 passagers et l'équipage réagissent diversement. Il y a ceux qui crient et ceux qui regardent. Parmi ceux qui regardent, dont Antonio, il y a le commandant de bord, évidemment, le commandant Sanviti, le seigneur Calderon, qui est doyen de l'université de Lima, Núñez, un journaliste, et un colonel de l'armée péruvienne, Alberto Rossel. Et il voit ceci. Un objet lumineux est apparu au moment où l'avion survolait la ville de Chiclayo, au nord de Lima. Le ciel est déjà sombre, l'objet parfaitement visible. Il émet une lumière très vive, avec des éclairs de couleur par moment. La forme est celle d'un cône renversé. Les témoins peuvent l'observer 1 heure durant. Il suit le même parcours que le DC-4 à la même vitesse. Le seigneur Calderon voit distinctement l'engin foncer en direction de l'avion, passer comme une flèche au-dessus de l'appareil, et il remarque, à cette occasion, une lumière bleuâtre à sa partie supérieure, une autre en dessous, rouge. Le pilote, lui, remarque que l'engin s'élève à la verticale, au-dessus de son DC-4, que la lumière bleue passe au rouge, et la rouge à l'orange. Cette évolution lui permet de dire que l'engin est en forme d'entonnoir. Núñez, le passager journaliste, le décrit comme une sorte de toupie en rotation. Le diamètre de l'engin permet de comprendre l'affolement de certains passagers. Le pilote l'estime à 230 pieds, soit environ 75 mètres. Observation faite, dit-il, à environ 3 km du DC-4. Antonio dit que l'engin fait des bonds verticaux à toute vitesse sur la gauche de l'avion. À l'intérieur de l'avion, la lumière est toujours faible, comme si une baisse de tension maintenait les lampes à la limite de l'extinction. Le commandant Sanviti n'a toujours pas de radio. À Lima, dans la tour de contrôle, l'officier Edwin Boris a signalé le silence radio du DC-4, appareil appartenant à la Facette Peruvian Airlines, parti de Piura à 18h locale et attendu à Lima vers 19h30. Le seigneur Calderon a le sentiment que l'engin joue avec l'avion, volant en parallèle, montant et redescendant exactement au même endroit, avec une rapidité stupéfiante. Soudain, Antonio hurle « Maman, il s'en va !» Et effectivement, le commandant confirme. L'objet s'éloigne, vitesse fantastique. Observez les éclairs.
c'est fini. La lumière revient dans l'avion, la radio fonctionne à nouveau, et le commandant prévient la tour de contrôle de Lima. Un ovni a volé autour de nous, passagers effrayés. J'ai des crises de nerfs à bord. À Lima, on lui répond qu'une équipe médicale est mise en place. Et c'est à ce moment qu'Antonio hurle encore « Maman, il revient !» et qu'il prend une claque. Pourtant, le commandant stupéfait a vu lui aussi l'engin revenir, accompagné d'un autre, parfaitement identique, même forme, même envergure, même lumière, tout près de l'avion en quelques secondes, et puis hop, disparu. Il est 19h30, le DC-4 se pose à Lima. L'objet qui a suivi les 59 passagers du DC-4 pendant 1 heure, sur une distance totale de 320 km, les a laissés dans un état bizarre. Certains sont choqués. La mère d'Antonio en tremble encore. Aux nombreux journalistes qui se pressent pour les interroger à tour de rôle, l'un des passagers déclare, l'œil étrange, « Quand on a vu ça, on n'est plus comme avant. On dirait qu'on sait des choses que l'on ignorait. Comme si on avait changé de cerveau. » Vous voulez dire qu'il y a eu un contact? Non, non. Il n'y a pas eu de contact. C'est une sensation. Vous comprenez, voir quelque chose que personne n'a jamais vu. Croire à ce que personne ne croit en général. Ça change un homme. Le professeur Calderon déclare « Ce que nous avons vu, les autres et moi, est inconnu dans le monde. Personnellement, je suis troublé, déconcerté, et pour longtemps. C'est impossible d'oublier cela. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Il est rare qu'une observation aussi longue dans le temps soit faite par autant de personnes en même temps. Tout ce que l'on peut dire après, c'est que l'on y croit. On se sent différent des autres, ceux qui n'ont pas vu. L'existence ne sera plus la même. Effectivement, Antonio ne prend plus de claques. Il raconte. Ah, c'était beau, un machin terrible. Un cornet de glace qui volait comme une fusée ou une toupie, avec une lumière rouge en bas et bleue en haut. A-t-on déjà vu une toupie dans le ciel? Oh, bien sûr que non. Phénomène météo, phénomène magnétique, phénomène électrique, hallucination collective. Messieurs, mesdames les passagers du vol de la Peruvian Airlines, la bonne logique terrestre qui refuse les rêves et les ovnis est heureuse de vous accueillir à nouveau à bord. Il n'y a strictement aucun danger. L'apparition du vol du 2 février 1968 entre Piura et Lima au Pérou ne s'est pas reproduite sur notre ligne. Dommage. La cerise était rouge, confite, et au beau milieu d'une tartelette. La pâtissière a regardé la cliente d'un air étonné. « Vous voulez juste la cerise ?» Une cerise que l'on pose toute seule, au milieu d'une demi-douzaine d'éclairs au chocolat noir, ça ne s'oublie pas. Ils sont 5 pour éliminer une vieille dame et lui prendre ses sous. Voyons les personnages. Grand-mère d'abord, la victime. Simone, 60 ans, le 16 août 1989, jour de son anniversaire justement, et dernier jour de sa vie. Une grand-mère classique, ronde, au visage souriant, à l'œil gai, derrière ses grosses lunettes, avec une jolie mise en pli de cheveux gris. Une brave dame, disent les voisins. Avant d'être grand-mère, Simone a été mère, bien entendu. Hélas, d'un gamin difficile né en 1948. Le genre de gamin qui ne supporte pas que maman dise « Ne mets pas tes doigts dans ton nez, tiens-toi bien à table, sois respectueux avec l'instituteur. » Le méchant cancre n'ira pas plus loin que l'école primaire. Et adulte, il n'a pas changé. Front bas, regard en dessous, lèvres molles,
Profil de feignant. À 42 ans, il parle encore de sa mère comme si elle encombrait sa vie. Un comble. À 24 ans, il a épousé une petite amie d'enfance qu'il avait mise enceinte. Et Sylvie, sa fille, est née en 1972. Elle est là aussi, Sylvie. Cheveux longs, blonds, frisés façon star de quartier, lèvres boudeuses. 17 ans. Le bel âge. Elle donne l'impression que les fessées lui ont manqué au bon moment. Son frère Robert, 1 an plus jeune, lui ressemble en brun, le même visage, façon bébé boudeur, lui aussi. Oh, grand-mère s'est occupée d'eux, avec amour, bonheur, elle les a dorlotés. Ils en avaient besoin. Papa courait les bars, les filles, la débauche. 1985, Sylvie et Robert ont respectivement 13 et 12 ans. Menaient une vie de gâteau chez grand-maman. Et voilà que papa ressurgit. Il a divorcé. Il a besoin de quelqu'un pour tenir sa maison. Au diable la grand-mère gâteau et son éducation. Les enfants traînent désormais. Sylvie dans la maison à faire vaguement le ménage, Robert dans les rues de la ville. Personne ne les contrôle plus. Le père boit, il a une nouvelle petite amie dont la profession est la plus vieille du monde. Et pourtant, l'argent manque. Car les enfants ont grandi, et l'argent manque pour meubler la maison, les nourrir, boire et ne rien faire. L'argent manque toujours à ceux qui pensent qu'il doit être gagné par les autres et dépensé par eux. Or, grand-mère a 3 sous de côté, qu'elle dépense raisonnablement, vivant une retraite paisible entre son chien, sa télévision et les balades du dimanche. À quoi donc lui sert d'avoir des bons porteurs planqués dans une banque? À quoi lui sert sa maison pour elle toute seule? Alors que son fils et ses 2 enfants vivent dans un gourbi et qu'il est dur de chercher du travail entre 2 saouleries. L'idée, la seule, est de récupérer les sous de la vieille. C'est ainsi que le fils formule la chose. Il nous fallait les sous de la vieille et sa maison. Et comme une qualité ne va pas sans les autres, il est lâche. Lâche et malin. Oh, ce n'est pas lui qui doit mettre sa mère à mort. Ce sont les enfants. Après tout, ils en profiteront comme lui. Alors il ne se salira pas les mains. On ne le soupçonnera pas. Il sera l'héritier prévu sans inconvénient. Assez difficile d'imaginer comment un père peut entamer avec ses 2 enfants et leurs petits amis respectifs une conversation sur un tel sujet. Le président des assises s'est posé la question, comme tout le monde. Quand avez-vous abordé ce sujet? Comme ça, hein. Petit à petit. Une idée qui passe pas la tête. Si on butait la vieille. Ça, c'est Sylvie qui le dit, sournoisement, en regardant ailleurs, l'air de ne dénoncer personne, sur le ton « C'est papa qui l'a dit et pas moi ». « T'étais d'accord ?»« Si on veut. » Bout des lèvres de 20 ans. Et le frère Robert, était-il d'accord? « Oui. Discutez avec nous. » Et le petit ami? « Oui. » Et la petite amie du frère? « On a parlé tous ensemble, quoi. » Tous ensemble. Un adulte et 4 adolescents. Car à l'époque de la mise à mort de grand-mère, qui fait l'objet de cette discussion en commun, Sylvie a 17 ans, Robert 16 ans, et leurs petits camarades respectifs 20 et 18 ans. Les 5 conjurés, ayant décidé qu'il fallait buter la vieille, organisent la mise à mort de grand-mère Simone. Il faut faire en sorte que grand-mère ait été victime de cambrioleurs assassins. Jules imagine déjà les titres dans les journaux. Une vieille dame, lâchement assassinée et dépouillée de ses économies dans sa maison de campagne, les coupables ne sont pas identifiés. Le jour choisi sera l'anniversaire de grand-mère, pour justifier une visite en bande. Et grand-mère est toute heureuse. Elle attend ses petits-enfants et leurs copains. Ils amèneront un gâteau. C'est la fête, ce 16 août. Grand-mère attend
une bonne partie de la journée, la visite des gamins. Elle a mis une jolie robe, soigné sa permanente, préparé elle aussi un gâteau. Et elle guette l'arrivée des enfants. Comme toutes les grand-mères du monde qui ne reçoivent que de rares visites, elle a aussi préparé un petit billet pour Sylvie, un billet pour Robert. 200 francs chacun. La journée s'étire. Il fait chaud. C'est même la canicule un peu partout en Europe. 18h30, la chaleur tombe à peine et enfin, les voilà. Sylvie et Robert embrassent grand-mère. Les petits copains disent « Bonjour madame ». On échange des banalités. Et grand-mère annonce fièrement que la tarte aux fruits les attend au frais. Mais Sylvie brandit une boîte de gâteaux, achetée pour l'anniversaire de mamie. « Ah, il faut manger d'abord les gâteaux, mamie. Ne t'inquiète pas, on a bon appétit, on mangera tout. » Avant d'arriver, ils ont pilé du Valium, la valeur d'une dizaine de cachets, qu'elle dissimule maintenant dans un éclair au chocolat, avec une cerise confite au-dessus, pour qu'on ne se trompe pas. Le plateau est présenté à grand-mère dans le bon sens, la cerise à portée de main. Grand-mère mange le gâteau et avale la cerise. Et les assassins attendent qu'elle s'endorme. Mais grand-mère bâille simplement, alors qu'il s'attendait à la voir s'écrouler dans son fauteuil. Alors changement de plan. Tu devrais t'allonger sur ton lit et faire un petit somme. Grand-mère va docilement s'allonger. Que vont faire les 4 jeunes monstres? Moi je lui ai mis un bâillon pour pas qu'elle crie. Moi je lui ai tenu les bras pendant que Johnny lui faisait une piqûre avec de l'air pour que ça fasse une embolie dans les veines. Mais ça n'a pas marché. Alors on a essayé de l'étrangler avec une ceinture. Et ça n'a pas marché non plus. Johnny cherche autre chose, Robert aussi. Ils enragent de ne pas venir à bout de la vieille. Ils essaient de l'assommer avec un manche d'outils, puis de l'asphyxier avec une bombe lacrymogène, puis un tampon de chloroforme. Leur victime étouffe, larmoie, mais ne meurt pas. Le frère et la sœur, ne sachant plus qu'imaginer, vont chercher un couteau dans la cuisine. Robert retourne dans la chambre et tend courageusement le couteau à Johnny, qui tranche la gorge de grand-mère sous ses yeux. C'est fini. Le sang coule. Il faut filer. Le crime commis, quelques babioles raflées, 19 000 francs en espèces, des boutons de manchette, des vitres cassées, la porte défoncée pour faire croire à des cambrioleurs. La petite troupe s'enfuit et va fêter l'événement dans un café de la ville. L'héritage convoité, 30 000 francs et une petite maison de briques. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'instant où la gamine Sylvie, d'un air boudeur, a demandé à la pâtissière « Vous avez pas une cerise pour mettre sur ce gâteau ?» Une cerise? Sur un éclair au chocolat? C'est qu'elle avait trouvé ça bizarre, la pâtissière, et qu'elle s'en est souvenue, du jour, de l'heure, de ce moment, où elle a retiré une cerise confite d'une tartelette pour la poser sur un éclair au chocolat, et puis aussi de la tête de la gamine, celle qui traîne dans le quartier avec un drôle de punk au lieu d'aller en apprentissage. Alors le médecin légiste a cherché et retrouvé sans problème une cerise stupide et rouge, bourrée de poudre de Valium, complètement indigeste. Et les aveux de la gamine stupide ont suivi. Il y a toujours un instant où l'on est plus bête que d'habitude. Richard Chapman contemple une petite boule de poil qui est en train d'émettre des aboiements timides à ses pieds. Adieu qu'il est mignon. Une voix bourrue résonne à ses oreilles. « Alors vous êtes décidé, vous me le prenez ?»« Bien sûr, madame Wallace, bien sûr. » Voilà, c'est fait. 2 petits mots, bien sûr, prononcés par une chaude journée de juin 1987.
Et la vie de Richard Chapman va changer. Et pas seulement la sienne, celle de tout son entourage et de la petite ville qu'il habite, Stockton, en Californie, à une centaine de kilomètres de San Francisco. Richard Chapman, 65 ans, retraité des chemins de fer, fait plus que son âge. Il est grand, très maigre, son visage est creusé de rides, et les cheveux qui lui restent sont tout blancs. Il est visible que Richard Chapman a vieilli prématurément. La perte de sa femme, qui remonte déjà à une dizaine d'années, et d'autres épreuves en sont la cause. Il était en train de rêver sur sa chaise longue dans le jardinet sans clôture qui entoure sa maison, lorsque Dorothy Wallace a fait irruption. Dorothy Wallace est la voisine de Richard Chapman, il la connaît bien, un peu trop même. 55 ans, corpulente, volubile, Madame Wallace part du principe qu'un homme seul est désemparé dans la vie et qu'il a avant tout besoin des services de quelqu'un. Et rien ne fait plus plaisir à Madame Wallace que de rendre service, que ce soit au sein des bonnes œuvres paroissiales qu'auprès de Richard Chapman. Comme elle ne travaille pas, elle est donc chez lui pour un oui ou pour un non. Chapman, lui, aurait plutôt envie de tranquillité, mais il n'a jamais osé le lui dire. Cette fois pourtant, la venue de sa voisine lui a fait plaisir. Richard Chapman répète en présence du facteur qui vient d'arriver et qui assiste à leur entretien. « Ah, qu'il est mignon !» La voisine secoue sa tête disgracieuse. « Mignon, c'est d'accord. Mais vous vous rendez compte d'un problème ? 5 qu'elle m'en a fait ma chienne, et avec un berger allemand par-dessus le marché. Un croisement de dog et de berger. Comme bâtard, on ne fait pas mieux. » « Alors c'est bien vrai, il est à moi. Mais puisque je viens de vous le dire, j'en ai encore 4 à caser, et ce que je ne pourrais pas donner, je serais forcé de les noyer. » Richard Chapman prend l'animal dans ses bras. « Merci, Madame Wallace. Je vais l'appeler Dick. Oh, ne me remerciez pas. Cela m'en fait déjà un de moins. À bientôt, Monsieur Chapman. » Et tandis qu'elle s'éloigne de sa démarche pesante, Richard Chapman a un sourire en direction du facteur. « Cette pauvre Madame Wallace. C'est bien la première fois que je suis sincère avec elle. Alors, ça va vous faire un compagnon? Oh oui. Et puis, il pourra peut-être me rendre quelques petits services, on ne sait jamais. » Décembre 1987. L'état de santé de Richard Chapman s'est aggravé. À la suite de complications cardiaques, le médecin lui a recommandé de se déplacer le moins possible. Il a entrepris de dresser Dick pour voir s'il pourrait l'aider, et les résultats ont dépassé ses espérances. Il a commencé, comme tous les maîtres, par ce qu'on demande habituellement aux chiens. Dick fait le beau, Dick au pied, Dick rapporte. Non seulement l'animal s'est exécuté sans peine, mais on aurait dit qu'il le faisait avec une sorte d'agacement, comme s'il jugeait ses exercices indignes de lui. Alors M. Chapman est passé à des choses plus difficiles, et alors là, Dick a donné toute sa mesure. Au bout de quelques semaines, il savait aller seul chez les commerçants et rapporter le nécessaire quotidien. Richard Chapman lui avait attaché sur le dos 2 sacoches de cuir tenues par une ceinture, un peu comme le bas d'un âne. Et Dick revenait 1 heure après avec un beefsteak, des légumes, des fruits, du pain, de l'eau minérale. Mais ce n'est pas tout. À la maison, Dick a su rapidement reconnaître les objets en entendant prononcer leur nom et les rapporter. « Dick, va me chercher mon journal. Dick, donne-moi mon cache-nez. » Et Dick arrivait avec la chose demandée dans la gueule, tout haletant, les yeux brillants de malice. Du berger allemand, Dick avait presque tout, sauf son museau qui était tout noir. Mais surtout, il avait un air comme aucun animal. Un air humain. Madame Wallace n'en revenait pas. Ah, ça, on peut dire que vous vous y connaissez en dressage. Quand je pense qu'il était si pâteau quand je vous l'ai donné. Madame Wallace n'était pas la seule à s'émerveiller. Dans tout le quartier d'abord, et bientôt dans tout Stockton, Dick a vite fait sensation. On se pressait sur son passage, tandis qu'il allait d'un magasin à l'autre en tirant la langue avec ses 2 paniers à provisions sur le dos. On tentait de le cajoler, des enfants lui offraient des bonbons, mais Dick n'en voulait pas. Dick ne s'arrêtait pas. Dick poursuivait imperturbablement son chemin, fidèle à sa mission, fidèle à son maître. 6 mois ont passé. Nous sommes au début juillet 88. Ce jour-là, Richard Chapman est en train, comme à son habitude, de prendre le frais sur sa terrasse, lorsqu'il reçoit une visite. Il s'agit d'un homme vêtu d'un costume blanc et portant un chapeau à la texane. Il se découvre poliment. Je me présente Derek London, impresario. Dick qui a pour seul défaut de ne pas être très accueillant
émet des grognements sourds. Richard Chapman s'adresse à lui d'une voix fâchée. « Oh, ça suffit, Dick. Laisse ce monsieur tranquille. » Derek London a un sourire. « Ne grondez pas votre chien, cher monsieur. C'est pour lui que je suis ici. »« Pour Dick ? » ?»« Oui, oui. Je passais en voiture dans Stockton, lorsque je l'ai aperçu avec son attirail sur le dos. Le temps de demander votre adresse, et me voici. »« Monsieur Chapman, votre chien doit faire des films. » Richard Chapman croit une plaisanterie. « T'entends cela, Dick ? Monsieur te voit à Hollywood. »« Parfaitement, monsieur Chapman. Hollywood. Mais Hollywood n'est pas exactement comme vous l'imaginez. C'est une ville industrielle. On n'y tourne pas que des superproductions, mais aussi et surtout d'ailleurs des séries de télévision. Et cela rapporte. Vous n'imaginez pas ce que cela peut rapporter. » Cette fois, Richard Chapman comprend que c'est sérieux. Et on commencerait quand ? Demain, si vous voulez. 1 an a encore passé. La série Dick, chien policier, est un triomphe, même si elle ne passe que sur des télévisions locales et câblées. À Stockton, tout le monde la regarde. Et l'impresario ne s'était pas trompé. Cela rapporte gros, très gros. Il n'est pas exagéré de dire que Richard Chapman est maintenant un homme riche. Malheureusement, sa santé ne s'est pas améliorée. Il doit observer des périodes encore plus longues de repos, se ménager à l'extrême. Il est assoupi sur son rocking chair lorsqu'il est réveillé par de violents aboiements de Dick. « Madame Wallace !»« Oh, cela faisait longtemps que vous n'étiez pas venu me voir. » Il se tourne vers Dick, qui ne cesse d'aboyer furieusement. « Eh bien, Dick, calme-toi, qu'est-ce qui te prend, c'est Madame Wallace !» Dick arrête d'aboyer, mais il continue d'émettre un grondement sourd, menaçant. Dorothy Wallace prend la parole. « Monsieur Chapman, je suis venu récupérer Dick. »« Pardon ? » ?»« Oui. Ainsi que je l'ai expliqué à mon avocat, je vous avais confié Dick pour que vous vous chargiez de son dressage. Maintenant que c'est terminé, je viens le reprendre. » Richard Chapman a une expression d'intense dégoût. « Allez-vous-en. Pas question. Ce qui est conclu. Rendez-moi Dick. Fichez-moi le camp. Tant pis pour vous. Je vous ferai un procès et je le reprendrai, votre cabot. » Il y a de nouveaux aboiements, un bruit de cavalcade et un cri de Dorothy Wallace. « La sale bête, elle m'a mordu !» 6 avril 1989. La foule se presse dans le petit tribunal de Stockton. On est venu de toute la région pour assister à ce procès qui sort de l'ordinaire. Car l'enjeu est d'importance. Dick, qui a poursuivi de plus belle ses séries télévisées, gagne des dizaines de milliers de dollars. Cela, du moins, c'est l'enjeu de Madame Wallace. Pour Richard Chapman, les dollars comptent moins que Dick lui-même, qui est devenu le compagnon indispensable, sans lequel il ne pourrait plus vivre. Dick, qui aussitôt qu'il est assis, vient trouver refuge entre ses jambes, comme s'il avait compris qu'on voulait le séparer de son maître. En fait, le comme-si est superflu. Dick a certainement compris. Dorothy Wallace arrive la première à la barre. « Tout cet argent me revient, votre honneur. Monsieur Chapman a honteusement abusé de ma confiance. Dans un esprit de conciliation, je suis prête à lui abandonner une partie des gains en considération du dressage qu'il a fait. Mais Dick doit revenir chez moi. » Dorothy Wallace fait un pas en direction de Chapman et pointe le doigt vers Dick. « Dick est à moi !» Il y a un aboiement furieux. Dick veut se jeter sur elle. Richard Chapman, surpris, manque de tomber en le retenant avec la laisse. Le public, qui est entièrement de leur côté, se met à applaudir frénétiquement et Mme Wallace se retire avec une grimace de rage. C'est au tour des témoins. Ils sont tous cités par la défense. Voici le facteur qui était là lors de la remise du chiot à Richard Chapman. « Madame Wallace voulait lui donner Dick, votre honneur. »« Vous êtes certain ? » ?»« Ah oui. » Monsieur Chapman a même demandé « C'est bien vrai qu'il est à moi ?» Et Madame Wallace a répondu « Puisque je viens de vous le dire. » Et des témoignages, il y en a d'autres. Une voisine, à qui Dorothy Wallace n'avait pu placer un de ses chiots et qui a déclaré « Je vais être obligé de noyer ces sales petits bâtards !» Et puis June Simmons, une autre voisine, qui fait preuve à la barre de beaucoup de verve. « Vous vous souvenez que vous m'avez donné une petite chienne, Madame Wallace ? Je l'ai appelée Nelly.
C'était exactement le même jour que vous avez donné Dick à M. Chapman. Dites, Madame Wallace, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venue me réclamer Nelly, comme vous avez été réclamé Dick? Madame Wallace, vous êtes là dans la salle, répondez donc. Est-ce que par hasard, ce serait parce que Nelly ne fait pas de télévision? Le témoin s'approche alors de Dorothy Wallace, qui n'emmène pas large à son banc. Mais je vais vous dire, Madame Wallace, Nelly, vous ne l'auriez jamais eue, parce que c'est ma chienne et que je l'aime. Et Dick, vous ne l'aurez pas non plus, parce qu'il n'est pas à vous, mais à M. Chapman. Et de nouveau, une rafale d'applaudissements éclate dans le tribunal. Le président en sait assez, il tape de son maillet sur sa table. La plaignante est déboutée. Le chien Dick appartient légitimement à M. Richard Chapman. Et c'est la sortie triomphale de Dick et de son maître. Devant tous les habitants de Stockton et les journalistes locaux qui s'étaient déplacés pour l'événement, Richard Chapman a conclu « C'est la plus belle série qu'ait tournée Dick ». Un inconnu appelle au secours du fond d'une prison à l'étranger. Il cherche à rentrer en possession d'une fortune. Un beau jour, M. Dubreuil-Fondary, retraité à Montauban, reçoit, par le courrier, une lettre dont l'enveloppe l'intrigue car elle provient d'Espagne. L'écriture de l'enveloppe lui est inconnue, et le cachet de la poste indique qu'elle arrive de Barcelone, où il ne connaît strictement personne. Une fois l'enveloppe ouverte, il découvre une lettre parfaitement calligraphiée qui dit en substance ceci. « Je suis en prison pour faillite, et je viens demander si vous voulez bien m'aider à retirer une somme d'1,8 million francs que je possède en billets de banque dans une malle qui se trouve en dépôt dans la consigne d'une gare en France. Il faudrait pour cela, continue le correspondant encore anonyme, que vous veniez ici payer au greffe du tribunal les frais de mon jugement afin de lever la saisie de mes bagages et pouvoir ainsi prendre possession d'une valise à secret dans laquelle est caché le récépissé des chemins de fer indispensable pour retirer la malle de la consigne. En récompense, je céderai le tiers de la somme qu'elle contient, soit 600 000 francs. Tiens, pensez-vous, ce n'est pas négligeable. Je ne peux recevoir directement en prison votre réponse, précise le solliciteur, mais, si vous acceptez, j'enverrai un télégramme à une personne de confiance qui me la remettra en toute sûreté. Dans la crainte que cette lettre ne vous atteigne pas, j'attendrai votre réponse pour signer de mon nom et confier tous les détails de mon secret. En attendant, je ne signe donc que de ce simple initial C. Post-scriptum, n'écrivez pas mais télégraphiez à Benito Diaz Gomez, Calle Miraflores 78, Barcelona, Catalunya. M. Dubreuil appelle son épouse Hélène et côte à côte, ils relisent l'étrange missive. Comment ce correspondant pour le moins insolite a-t-il pu avoir connaissance non seulement de leur existence, mais encore de leur adresse exacte? La suite de l'histoire va le leur apprendre. Monsieur Dubreuil, malgré les réticences de son épouse, possède au fond un caractère aventurier, et il décide, pour voir, de tenter l'aventure. Il expédie un télégramme au destinataire indiqué au bas de la lettre. Il attend 8 jours. Au bout de la semaine, Monsieur Dubreuil, qui surveille chaque jour son courrier, y voit apparaître une autre enveloppe expédiée de Barcelone. Elle est épaisse, car elle contient au moins 8 feuillets couverts de la même écriture, lisible, élégante. Cette fois-ci, le dernier feuillet est suivi d'une signature, tout ce qu'il y a de plus espagnol, Salvador de Monsalva. Dans cette seconde missive, le correspondant exprime tout d'abord sa reconnaissance à M. Dubreuil pour avoir bien voulu s'intéresser à son sort. Puis, il expose tous les détails de sa triste destinée qu'on en juge. Établi aux Canaries, possession espagnole comme on le sait, Salvador de Monsalva y a fait des spéculations immobilières malheureuses qui ont attiré l'attention de la police. Détail touchant, sa fille Margarita, orpheline de mère, a elle aussi été inquiétée, mais par un hasard heureux, ils ont pu prendre un avion en partance pour l'Europe en emportant une cagnotte constituée par 3600 billets de 500 francs dissimulés dans le double fond d'une malle. C'est le tiers de cette somme qui doit représenter la récompense que le banquier réserve à son sauveur.
L'avion des Canaries a emporté le banquier et sa fille jusqu'à Madrid, et là, discrètement, ils ont réussi à faire enregistrer pour une certaine gare de France la malle au trésor. Quelle gare ? Monsieur Dubreuil le saura plus tard, bien évidemment, et le banquier s'excuse de devoir prendre encore quelques précautions vis-à-vis de son interlocuteur. Le banquier Monsalvat, dit la lettre, comptait bien rejoindre sa malle en France, mais la police espagnole, prévenue de son départ des Canaries, l'a arrêté avant qu'il ne puisse aller plus loin. Elle a arrêté en même temps sa charmante Margarita, une enfant de 14 ans à peine. Les policiers ont aussi saisi les 2 petites valises que les fugitifs emportaient. L'une de ces 2 valises est munie, comme la malle, d'un double fond. Dans ce double fond se trouve un chèque de 90 000 francs sans intitulé de destinataire, payable sur une banque de Lyon. C'est dans cette même cachette que se trouve le récépissé d'expédition de la malle dans la gare française, pour l'instant toujours aussi mystérieuse. « C'est passionnant !» dit M. Dubreuil en lisant le récit de cette aventure. « Mais c'est un vrai roman feuilleton, dit Mme Dubreuil. On verrait ça dans un film, on ne le croirait pas. » M. Dubreuil hausse les épaules et poursuit sa lecture. Le malheureux banquier en faillite annonce que le tribunal de Barcelone vient de le condamner à 3 ans de prison ferme, à 100 000 pesetas d'amende et au paiement des frais du procès. Tous ces déboires aboutissent à une somme de 26 000 francs français. Si M. Dubreuil est prêt à les avancer à son correspondant, il entrera en possession du bulletin de bagages de la fameuse malle. Mais attention, il faut que l'argent parvienne à Barcelone avant 30 jours, faute de quoi les 2 valises seront vendues aux enchères et la malle au trésor irrémédiablement perdue pour tout le monde. Salvador de Monsalvat précise, si l'on peut dire, qu'il a eu connaissance de l'existence et de l'adresse de M. Dubreuil par un codétenu qui a vécu à Montauban il y a quelques années. Ce codétenu l'a indiqué comme étant une personne sérieuse, honorable et digne de confiance. C'est pourquoi Salvador de Monsalvat, poussé par ces circonstances tragiques, s'adresse à M. Dubreuil. Il précise par ailleurs que depuis son arrestation, sa pauvre petite Margarita est placée dans un orphelinat d'État. 26 000 francs, c'est une somme, se dit M. Dubreuil. Mais quand il songe qu'au bout du compte, il va récolter 600 000 francs, il se sent prêt à faire un trou dans ses économies. Après tout, qui ne tente à rien n'a rien. Il suffira de vendre quelques cicaves qui, de toute manière, ne rapportent plus autant qu'avant. Il ne reste plus qu'à faire le voyage jusqu'à Barcelone en emportant les 26 000 francs nécessaires. La lettre précise que si M. Dubreuil est prêt à se lancer dans l'aventure, il doit télégraphier au gardien de la prison et une fois à Barcelone descendre dans un hôtel bien précis dont l'adresse est fournie. Une fois installé à l'hôtel, on lui demande simplement de se promener dans la rue le jour même, entre 8h et 8h30, en tenant un mouchoir à la main, ce qui, entre parenthèses, ne donne pas très bon genre. Mais, puisqu'il est décidé, Salvador de Monsalvat précise même que si personne ne l'aborde le premier jour, il doit se livrer au même manège, aux mêmes heures, le lendemain. Quelques jours plus tard, M. Dubreuil part, et son épouse l'accompagne jusqu'à l'aéroport de Toulouse, avec sur le visage un air de franche désapprobation. Il part sans oublier le mouchoir, bien sûr. Une fois arrivé à bon port, il descend à l'hôtel précisé, dans la Calle Santo Cristo. Dès qu'il met le pied dans la rue, M. Dubreuil se dit qu'on l'observe. À l'heure dite, il déambule, se sentant un peu ridicule devant l'hôtel, le mouchoir à la main. Personne ne vient vers lui. Le lendemain, il recommence. Mais là encore, personne ne vient. Ce n'est que le 3e jour qu'un inconnu, parlant correctement français, l'aborde. « Je me nomme Manolo Pujol. Je suis le beau-frère du gardien de la prison à qui vous avez adressé le télégramme. Nous allons organiser votre rencontre avec Salvador de Monsalvat. » Et dès le lendemain, un rendez-vous est pris pour aller au palais de justice et y obtenir un permis de communiquer. Enfin, les choses se précisent un peu. Et c'est ainsi que le lendemain à 9h, heure très matinale pour les Espagnols, M. Dubreuil se trouve devant le palais de justice de Barcelone, qui est encore à peu près désert. Pujol arrive, et les voilà en train de parcourir les couloirs, quand d'une porte surgit un monsieur très bien mis. Pujol se précipite vers lui en s'écriant « Quelle chance de vous trouver ici !» et présente cette personne comme étant le juge d'instruction chargé de l'affaire Monsalvat. Mais le juge, contrairement à ce qu'on attend de lui, se montre très très peu coopératif. « Mais il n'est absolument pas question de fournir un permis de visite pour le sieur Monsalvat, dit-il à Dubreuil. Vous n'êtes pas de sa famille.
Et ce monsieur est soupçonné d'avoir dissimulé une importante somme d'argent réclamée par ses créanciers. Il doit demeurer au plus absolu secret. Monsieur, j'ai bien l'honneur. Et le juge d'instruction tourne les talons sans permettre le moindre commentaire. Manolo Pujol semble bien ennuyé. Soudain, pris d'une inspiration, il propose d'aller rendre visite à Margarita, la fille de Monsalvat, qui est pour l'instant confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. Et voilà M. Dubreuil en route pour le couvent. Il faut rendre visite à Margarita, explique Pujol dans le taxi, car elle doit absolument vous accompagner en France pour retirer la malle au trésor de la consigne et vous remettre personnellement les 600 000 francs qui représentent votre récompense et vos dédommagements. Ah, M. Monsalvat me charge de vous dire qu'il consent à vous gratifier du chèque de 90 000 francs. C'est pour vous remercier d'être venu jusqu'ici. Il est bien aimable, fait Dubreuil. Arrivé au couvent, Pujol, après avoir sonné, échange quelques mots à voix basse, comme il convient, avec la sœur Tourière, qui hoche la tête négativement d'un air navré. Il revient vers Dubreuil pour expliquer un nouveau contretemps. La jeune fille ne peut recevoir personne car elle souffre actuellement de la scarlatine. Elle doit rester isolée. Mais ne vous inquiétez pas, continue Manolo. Après ces mauvaises nouvelles, Monsalvat vous fera certainement confiance et il va se débrouiller pour qu'on vous confie directement le bulletin de consigne et le chèque de 90 000 francs. Tout va s'arranger. M. Dubreuil le croit d'autant plus volontiers qu'il n'a rien déboursé jusqu'à présent, à part les frais du voyage. Le lendemain, après quelques péripéties supplémentaires, quelques rendez-vous annulés, il finit par échanger ses 26 000 francs en bons billets français contre le chèque de 90 000 francs payable sur une banque de Lyon et contre le bulletin de consigne qui, par chance, provient lui aussi de la gare de Lyon-Perrache. Pujol, en lui remettant le tout, le remercie chaleureusement. Monsalvat ne sait comment vous exprimer sa reconnaissance et il espère que tout va bien se passer. Mais il n'y a aucune raison. Merci encore. Dès que vous aurez pris possession de l'argent qui se trouve dans la malle, prélevez les 600 000 francs qui vous reviennent et mettez le reste à l'abri. Dès qu'il sera libre, Monsalvat viendra les récupérer. Il sait qu'il peut vous faire confiance. M. Dubreuil prend le premier avion pour Lyon et le cœur battant se rend à la gare de Lyon-Perrache. Là, on lui révèle que le bulletin de bagages est un faux et qu'il n'y a jamais eu de mal à double fond. Il se précipite à la banque pour y toucher son chèque de 90 000 francs, mais là aussi, on lui apprend que ce document ne correspond à aucun dépôt. Pour le consoler, l'employé de banque qui suit l'affaire lui dit à moitié ironique « Mon pauvre monsieur, je suis chargé de recevoir toutes les personnes dans votre cas. Vous êtes déjà la 200e. Vous êtes fait escroquer par cette affaire de faux trésors. » Quand il regagne Montauban, M. Dubreuil, piteux, trouve sa femme qui, par charité, veut bien ne lui faire aucun commentaire, mais qui lui tend une nouvelle lettre en provenance de Barcelone. « Tiens, voilà encore des nouvelles de ton banquier. » La lettre, plus laconique que les précédentes, dit « Monsieur, merci d'avoir bien voulu, avec vos 26 000 francs, concourir au bénéfice de notre petite entreprise. Comment avez-vous pu être assez naïf pour vous laisser prendre dans notre belle histoire? Admettez cependant qu'elle est bien montée. » Cette lettre, adressée également aux 200 autres victimes, est pour les auteurs de l'escroquerie ce qu'ils appellent l'estocade de la mort. Remarquez, on parvient parfois à arrêter les auteurs de ce gigantesque canular, et l'on s'aperçoit qu'il s'agit de petites bandes, bien organisées, des sortes de syndicats, qui au fil des années, selon les nouveautés de la politique et de l'actualité, remettent au goût du jour les lettres qu'ils expédient. Ces lettres ne sont d'ailleurs, si l'on y regarde à deux fois, pas manuscrites, mais photocopiées. Le rendement, d'après les aveux d'un ancien spécialiste de ce genre d'escroquerie, est d'environ 20 victimes piégées pour 1000 lettres expédiées. Et comble d'ironie, Vidocq, le célèbre policier de l'époque napoléonienne, décrit déjà dans ses mémoires cette arnaque, une des plus classiques, connue depuis 150 ans sous le nom de « lettre de Jérusalem ».